La dernière fois, je vous ai parlé du génome humain en général. Il faut vous rappeler que le génome est plus ou moins identique dans chaque cellule, qu'il est composé d'environ 3 millions de paires de bases, de lettres, et que en fait, ce génome, il contient entre 20 et 25 000 gènes plus ou moins bien caractérisés, et les gènes représentant les unités fonctionnelles du génome. Quand on sait ça, on sait aussi qu'il y a à peu près seulement 1% du génome qui en fait code pour ce qu'on connaît le mieux du génome, c'est-à-dire la partie protéique, c'est-à-dire la partie les briques de l'usine du fonctionnement du génome. Mais grâce au projet ENCODE, on a pu démontrer que jusqu'à 80% du génome humain pourrait avoir une fonction biochimique donnée. Alors quel est l'intérêt d'essayer d'étudier les génomes humains? En fait, étudier les génomes humains, ça nous permet d'essayer de voir ce qui sous-tend la variabilité génétique entre individus, entre populations, et ça nous permet aussi d'avoir une idée de comment l'espèce humaine a évolué et évolue encore. Alors, dans la première partie, ce que je vais faire, c'est je vais en fait vous parler des variations qu'on retrouve dans le génome en général. Donc, quels sont les types de variations qu'on peut retrouver, quelle est leur origine, qu'est-ce que ces mutations deviennent quand il y a de la dérive génétique ou de la sélection avantageuse ou désavantageuse. Et donc, la caractérisation des variations du génome humain, elle a été initiée par un grand projet, tout comme les grands projets séquençage du génome humain ou caractérisation fonctionnelle avec le projet ENCODE. Ici, c'est le projet qui s'appelle projet 1000 génomes. Et donc, c'est de la même manière que les autres projets, un énorme consortium qui va se mettre à séquencer non plus un génome pour avoir une séquence de référence, mais à les caractériser les génomes de populations différentes de par le monde pour atteindre plus ou moins 1000 génomes. Alors tout d'abord, pour commencer, je vais vous parler des mutations. En fait, une mutation, c'est quelque chose qui va faire varier la séquence de notre génome. Et les mutations, en fait, elles apparaissent tout le temps. Et les mutations nouvelles, on les appelle des mutations de novo. Et quelles sont les caractéristiques de ces mutations de novo? Ce sont des mutations qui, en fait, ne sont pas présentes chez le papa et chez la maman. On ne sait pas les détecter dans le corps du papa et dans le corps de la maman, mais elles sont transmises à des descendants. Et donc ces mutations nouvelles, ces mutations de novo, en fait, elles se produisent dans les lignées germinales des parents. Donc soit dans les spermatozoïdes, soit dans les ovules ou les oocytes. Et donc à chaque génération, on sait qu'il y a à peu près 10 à 100 nouvelles mutations qui sont transmises à chaque enfant. Donc on peut, en analysant en fait des trios avec des papas, des mamans et des enfants, on peut déterminer un espèce de taux moyen mutationnel par génération. Et ce taux, il est de environ 1,2, 10 moins 8 mutations par paire de base du génome. Alors, ce qui est assez intriguant et intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte, en analysant ces mutations de novo et en retraçant leur origine parentale, ou maternelle ou paternelle, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que l'âge du père, lors de la conception de l'enfant, va influencer assez fortement le nombre de mutations qui vont être transmises à l'enfant. Et donc, quand on regarde l'augmentation de l'âge du papa à la conception de l'enfant, ici exprimé en âge, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation qui est quasi linéaire du nombre de mutations qui vont être transmises en moyenne aux enfants. Et donc les hommes, quelque part, contribuent 3 à 4 fois plus que les femmes aux nouvelles mutations. Alors pourquoi est-ce que c'est le cas? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait que au cours de la vie d'un homme,
les spermatozoïdes sont produits de manière continue. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à partir des cellules initiale de la spermatogénèse, on va avoir des cycles successifs d'environ 23 jours qui vont être des cycles successifs de division et de production de spermatozoïdes. Et on considère en fait que par année d'âge parental, on a à peu près 2 mutations en plus par an. Alors chez la femme, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette augmentation linéaire? C'est parce qu'en fait les femmes, elles ont leur stock d'ovocytes déterminé dès la naissance. Et donc il n'y a plus de production de nouveaux ovocytes dans la période adulte, ce qui fait qu'on n'a pas cette augmentation en fonction de l'âge, du nombre de mutations dans la lignée germinale. Alors ensuite, on peut se demander d'où viennent ces mutations et qu'est-ce qui les cause. En fait, un des mécanismes les mieux connus de génération de nouvelles mutations, ce sont les mécanismes qui affectent la réplication de l'ADN. Donc comme ça a été expliqué précédemment, vous savez que chaque fois qu'une cellule se divise, vous avez un ADN qu'on appelle parental qui va être répliqué. Et cet ADN parental, donc, il est formé de 2 brins et chacun des brins va être répliqué pour donner 2 copies de cet ADN. Et au cours de la réplication de cet ADN, les enzymes qui vont aller copier les molécules parentales peuvent introduire des erreurs. Ces erreurs, normalement, sont corrigées par un mécanisme de contrôle très strict, mais il arrive que la correction ne soit pas parfaite et qu'il reste des petites erreurs qui vont alors se transmettre aux cellules successives, cellules filles des générations ultérieures. Et donc ici, sur l'exemple illustré, ce qu'on voit, c'est que non seulement il y a une mutation qui n'a pas été corrigée, mais qu'en plus, cette mutation va affecter un codon, c'est-à-dire un triplet de 3 bases qui va coder pour un acide aminé. Et donc en affectant ce codon, elle va déterminer un changement d'acide aminé, ici entre une cystéine et une tyrosine. Donc ça, c'est le mécanisme le plus connu de création des mutations. Mais il existe également toute une série d'autres mécanismes qui influencent fortement le taux de mutation des novo qu'on retrouve dans un génome. Et un autre mécanisme très connu, c'est en fait une désamination d'une base particulière, la base C, lorsqu'elle est méthylée. Et donc cette désamination de cette base méthylée va transformer la cytosine en quelque chose qui ressemble à une base T. Et lors de la réplication, s'il n'y a pas eu correction par le mécanisme de réparation de l'ADN, ce qui va se passer, c'est que de nouveau, le T muté va être copié et donc la moitié des cellules filles va avoir cette mutation de novo. Un autre mécanisme aussi très bien connu, et c'est un mécanisme qui va affecter fortement les petites séquences répétées du génome, c'est ce qu'on appelle le dérapage. Donc la polymérase qui réplique l'ADN, en fait, elle n'est pas parfaite et elle a pas mal de problèmes à répliquer l'ADN lorsqu'il est présent à de multiples copies. Et donc vous avez des erreurs qui vont aller insérer ou déléter des petits motifs répétés. Et donc ça, c'est une source de variation énorme du génome, mais heureusement, ce type de variation se produit généralement dans des séquences neutres du génome et donc ça n'affecte pas de fonction biologique particulière. Ensuite, vous avez des mécanismes qui vont introduire des variations de nombre de copies de morceaux d'ADN. Et c'est des mécanismes qui vont impliquer des recombinaisons entre des morceaux de génome qui contiennent des séquences qui sont assez semblables, mais pas identiques. Et donc, ces mécanismes de recombinaison vont créer des copies multiples, soit en ajoutant une copie, soit ils vont déléter une ou plusieurs copies déjà existantes.
Et puis enfin, vous avez la mutation la plus catastrophique ou aberrante. C'est une mutation qui affecte un chromosome entier. Et donc c'est une mutation qui va générer ce qu'on appelle des aneuploïdies, donc où on aura des nombres qui sont des nombres anormaux de chromosomes. Donc au lieu de recevoir une copie de papa et une copie de maman, on pourra se retrouver avec des copies surnuméraires d'un des deux parents ou des copies délétées d'un des deux parents. Alors comme vous voyez, les différentes formes de mutation, elles n'ont pas la même fréquence, ni le même impact sur le fonctionnement du génome. Donc ici, sur le premier graphe, ce que vous avez, c'est une espèce de fréquence estimée des types de mutations. Et donc vous avez les différentes catégories de mutations. Les mutations les plus fréquentes, ce sont des mutations qui vont changer une seule base de votre génome. Ensuite, vous avez des mutations qu'on appelle des petites insertions délétions qui vont aller enlever une ou plusieurs bases ou ajouter un petit nombre de bases à certaines régions du génome. Ensuite, vous avez, comme je vous avais expliqué la dernière fois, des séquences qui peuvent bouger dans le génome. Ce sont des séquences répétées qui peuvent se multiplier, se transposer, qui sont nettement moins fréquentes que les deux premiers types. Ensuite, vous avez ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire des mutations qui correspondent à des larges variations en nombre de copies de fragments assez importants du génome. Et puis, variation ultime, les variations qui affectent un chromosome entier. Et vous pouvez voir donc ici que la fréquence diminuée selon le type de mutation correspond plus ou moins à la taille de l'événement mutationnel. Donc vous avez ici vous avez des événements mutationnels qui ont un effet vraiment très important parce qu'ils impactent une grande partie du génome. Et donc on peut ramener tout ça au génome entier, et donc on peut ramener l'effet de chacun de ces types de mutations à un effet biologique qui dépend en fait de la partie du génome qui va être touchée par ce type de mutation. Donc ici, si vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais montré que seulement 1% à peu près du génome correspondait à des mutations pour des gènes codants pour des protéines. Donc si par malchance une mutation tombe dans cette partie-là, elle va avoir un effet sur la partie fonctionnelle ultra conservée du génome et donc va avoir un effet probablement biologique important. Par contre, en fonction des autres types d'éléments dans lesquels les mutations vont arriver, elles vont avoir soit des effets tout à fait neutres, soit des effets plus ou moins importants, positifs ou négatifs. Et donc, à l'issue du projet 1000 génomes, on a pu caractériser ce qu'on appelle le variant load, donc le type de mutation que chaque génome contient et qui fait que ce génome diffère d'un autre génome. Et on voit que ces mutations sont classifiées en différents types de mutations, des mutations qui sont rares, qui sont des mutations qui vont être spécifiques d'un individu ou d'un individu et sa famille. Ensuite, des mutations qui, en termes de population, vont se trouver à faible fréquence au sein d'une population donnée. Et puis, des mutations qu'on va retrouver dans à peu près toutes les populations du monde. Et ces mutations sont appelées mutations communes parce qu'on les retrouve un peu partout. Alors on sait aussi que en fait, les mutations, une fois qu'elles se sont produites, si elles se sont produites au niveau de la lignée germinale d'un individu et qu'il l'a transmise à son descendant, les mutations vont continuer à se transmettre de génération en génération. Donc si vous avez un papa et une maman, et vous voyez que la mutation jaune ici correspond à une nouvelle mutation qui a été transmise par le chromosome du papa et qui, au cours des générations, va continuer en fait à se retrouver dans les générations ultérieures.
Ce que vous pouvez voir aussi avec ce petit pédigré, donc c'est que au cours des générations, vous avez représenté ici une paire de chromosomes. Et les couleurs, en fait, représentent l'identité du bout de chromosome que l'on peut suivre au cours des générations. Donc vous avez 4 couleurs différentes qui représentent les 4 couleurs des 4 chromosomes qui vont pouvoir être transmis à la génération ultérieure. Ce que vous voyez, c'est que en fait, ces chromosomes-là ne se transmettent pas en blocs distincts, mais qu'ils se transmettent avec des échanges entre chromosomes parentaux. Et donc vous vous retrouvez à la génération suivante avec un mélange de couleurs, ici mauve et vert pour le chromosome paternel, et ici rouge et mauve pour le chromosome maternel. Donc au cours des générations, vous voyez que les chromosomes recombinent, c'est le terme qu'on emploie, et se transmettent en fait avec les mutations nouvelles ou anciennes qu'ils contenaient. Alors quel va être le devenir des nouvelles mutations qui se sont produites dans un génome donné? Comme je vous le disais, vous pouvez avoir différents types de mutations. Alors comme vous savez que en fait, une grande partie du génome, même si elle peut avoir des fonctions biologiques de régulation, ne va pas avoir une importance capitale dans le fonctionnement blanc et noir du génome. Donc la majorité des mutations qui vont tomber dans cette partie non essentielle du génome va donner naissance à des mutations qu'on appelle neutres. Ensuite, vous avez les mutations qu'on appelle délétères parce qu'elles vont affecter plus ou moins fort la fonction d'un gène donné ou d'un ensemble de gènes donnés. Et vous voyez ici les petits plus, les mutations délétères, il y en a déjà nettement moins que des mutations neutres. Pourquoi? Parce que les événements mutationnels se passent au hasard, et donc la chance de toucher quelque chose de fonctionnellement très important est moins importante que la chance ou la malchance de toucher quelque chose de plus neutre. Ensuite, vous avez les mutations favorables, et en fait les mutations favorables, vous en avez encore nettement moins que des mutations délétères. Pourquoi? Parce que, comme pour tout principe, c'est en général beaucoup plus facile de détruire quelque chose que de créer quelque chose qui aura un effet positif. Et donc vous avez ici le degré d'effet de type de mutation en fonction de leur fréquence. Alors, qu'est-ce qui va arriver à une mutation une fois qu'elle a été produite? Si la mutation est neutre, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez avoir un processus qu'on appelle processus de dérive qui va dépendre de la taille de la population dans laquelle la mutation se produit. Donc, par exemple, imaginez que la mutation se produit dans une population qui fait 100 individus et elle est présente uniquement sur le chromosome d'un individu donné. Si cet individu-là a un descendant qui va contribuer à la génération suivante, ce qui va se passer, c'est que la mutation va avoir une chance sur 2 de se transmettre. Ce n'est pas toujours le cas, et donc si l'individu soit ne se reproduit pas, soit se reproduit mais ne transmet pas la mutation, vous allez avoir disparition de cette mutation. Et c'est ce qui se passe avec une grande partie des mutations, elles sont petit à petit éliminées. Alors vous avez après le cas qui est relativement facile à comprendre, c'est une mutation qui a un effet très délétère, mais directement elle va être sélectionnée, il va y avoir une sélection qu'on appelle purificatrice qui va éviter que cette mutation ne se propage dans la population. Et donc si vous imaginez par exemple une mutation qui va empêcher un individu de se reproduire, par exemple parce qu'il est stérile, cette mutation, elle ne se transmettra jamais à la génération suivante. Ensuite, vous avez le petit nombre de mutations qui, à un moment donné, vont être favorables pour l'individu qui porte cette mutation. Et donc ces mutations favorables, elles vont avoir tendance à être sélectionnées. Et il y a quelques cas extrêmes de sélection qui en fait vont conduire à
des adaptations particulières de certains types de populations ou d'individus dans des environnements particuliers. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Donc ici vous avez une série d'individus et vous avez un morceau de chromosome représenté. En bleu vous avez toutes les différences entre individus et en rouge vous avez une mutation qui est apparue chez un individu donné et cette mutation rouge elle est supposée avoir un effet favorable. Donc en fait si vous laissez ces personnes se reproduire ou ces populations se reproduire, si la mutation a un effet favorable fort, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être fortement sélectionnée et après de nombreuses générations, vous allez voir que sa fréquence, qui était une mutation chez un individu au sein de toute une population, sa fréquence va augmenter fortement et elle va se retrouver à une fréquence très importante dans la population. Et cette augmentation de fréquence va laisser des traces dans le génome. Pourquoi? Parce que si cette mutation est sélectionnée, ce qui va se passer, c'est que non seulement la mutation va être sélectionnée, mais également tout le petit bout de chromosome qui se trouve autour de cette mutation. Et donc vous avez comme ça des traces qui sont laissées dans le génome, qu'on appelle des signatures de sélection. Et ces signatures de sélection vont permettre d'identifier des régions du génome où vous avez eu fixation, ou en tout cas augmentation de fréquence, de mutations très favorables. Alors ça, c'est le cas extrême, donc c'est le premier cas. C'est une mutation qui n'est pas présente dans la population, qui apparaît chez un individu donné, qui a un effet favorable et qui va augmenter sa fréquence dans la population. Ça, c'est ce qu'on appelle un hard sweep, ou un sweep complet. Ensuite, vous avez d'autres types de sélection pour des mutations favorables. Vous avez par exemple des mutations qui étaient présentes dans la population à des fréquences plus ou moins élevées. Et ces mutations n'étaient pas spécialement favorables à un moment donné parce que l'environnement extérieur ou les conditions de vie ne faisaient pas que ces mutations avaient un intérêt particulier. Et puis vous avez à un moment donné un changement d'environnement, ça peut être une maladie, ça peut être un changement d'alimentation, etc. Et ces mutations qui étaient neutres deviennent tout d'un coup favorables et donc vont être sélectionnées et vont voir leur fréquence augmenter dans la population. Mais dans ce cas-ci, ce qui se passe, c'est que, en fait, comme votre mutation était déjà présente dans la population à des fréquences relativement non nulles, ce qui va se passer, c'est que quand les mutations vont être sélectionnées, elles vont entraîner des petits bouts de chromosomes différents. Et donc la signature qui va être laissée dans le génome par cette mutation-là va être une signature qui va être moins facile à détecter que celle de la mutation précédente. Ensuite, vous allez avoir des mécanismes qui sont beaucoup plus complexes, qui sont en fait à un moment donné, des mutations avec des petits effets favorables qui vont être sélectionnées, mais pas une en particulier. Elles vont être sélectionnées plusieurs à la fois. Et c'est ces petites mutations à petits effets favorables qui, comme un tout, vont donner un effet favorable global à un individu ou à une population. Et donc les signatures, dans ce cas-là, vont être extrêmement difficiles à identifier dans un génome. Alors je vous ai collecté quelques cas qui sont relativement bien décrits et connus de mutations qui ont eu un effet favorable fort au cours de l'évolution et dont on a pu détecter la trace par détection de signatures de sélection dans le génome. La première, c'est la plus connue, je pense, c'est en fait une mutation qui va permettre à une enzyme, la lactase, de continuer à être active chez l'individu adulte. Donc, c'est quoi? Donc, c'est une protéine qui, en fait, est fortement exprimée chez le nouveau-né et qui va permettre au nouveau-né de digérer le lait maternel au cours des premiers mois de vie. Alors normalement, ce qui se passe, c'est qu'au cours de la vie d'un nouveau-né, lorsqu'il grandit, cette protéine va être inactivée, donc elle ne va plus être exprimée et
en conséquence, ce qui va se passer, c'est que l'adolescent ou l'adulte ne va plus être capable de digérer le lait. Et donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, en fait, si on regarde une carte du monde avec les fréquences du taux de persistance de cette protéine chez un individu adulte, on se rend compte que, en fait, les fréquences sont très importantes chez les populations européennes et très faibles chez la majorité des populations asiatiques. Et en fait, en analysant le génome d'individus qui possédaient une tolérance au lait et d'individus qui ne possédaient pas cette tolérance au lait chez l'adulte, on a pu mettre en évidence des signatures de sélection et identifier la mutation responsable de cette persistance d'expression de la lactase. Et on voit en fait que si vous regardez les deux quarts du monde, ici vous avez une distribution de la fréquence de la mutation qui a été sélectionnée. On voit que en fait, les populations européennes qui digèrent bien le lait chez l'adulte ont vu leur fréquence augmenter pour cette mutation donnée-là. Alors, relativement récemment, on s'est rendu compte, en fait, que lorsqu'on a pu analyser des restes qui avaient été prélevés dans des cimetières un peu partout dans les populations européennes, mais aussi africaines, on a pu, en fait, caractériser le fait que ces humains anciens utilisaient ou pas le lait comme aliment. Et on a fait ça en caractérisant ce qui se trouvait en fait dans les dents de ces individus, donc les restes alimentaires qui se trouvaient dans les dents. Et ce qu'on a cherché dans ces dents, c'est en fait la protéine bêta-lactoglobuline qui en fait signe la présence de l'utilisation de lait comme aliment. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait en fait établir une corrélation entre l'utilisation de lait comme aliment chez l'adulte et une certaine période donnée de l'évolution humaine. Et cette période donnée, en fait, elle commence après 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc ce qu'on sait, c'est qu'en Europe, jusqu'à 8400 ans avant Jésus-Christ, la majorité des individus formaient des populations de chasseurs-cueilleurs. Donc ils se déplaçaient et ils utilisaient ce qu'ils trouvaient pour se nourrir. Ensuite, à partir de 6000 ans avant Jésus-Christ, il y a eu domestication des animaux domestiques et plus particulièrement des bovins. Et les populations humaines se sont alors mises à faire de l'élevage, à se sédentariser et à se mettre à utiliser le lait comme aliment. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que vraisemblablement, une mutation dans le gène de la lactase a été sélectionnée pour son effet positif. Et donc si vous regardez ici, ça c'est la fréquence de la mutation dans la lactase dans les populations africaines où vous avez toujours énormément de chasseurs-cueilleurs. Elle est à une fréquence nulle. Et puis ici au niveau européen, vous avez cette mutation qui a atteint une fréquence nettement plus élevée. Alors, un autre exemple aussi très très fort étudié, c'est en fait la régulation de la réponse à l'hypoxie et l'adaptation à l'altitude. Donc vous savez que quand on monte en altitude, l'oxygène se raréfie et que le corps doit réagir, s'adapter pour essayer de pallier au manque en oxygène en altitude. Et donc vous avez des populations qui vivent dans des régions élevées du globe, comme les Éthiopiens sur les grands plateaux éthiopiens, les populations tibétaines, les populations qui vivent dans les Andes. Donc ces trois types de populations, en fait, montrent une adaptation à l'altitude, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dérangés par ce manque d'oxygène qu'on retrouve dans ces zones élevées du globe. Et en fait, de nouveau, en étudiant les génomes de ces trois types de populations, on s'est rendu compte que chacune de ces trois populations
avait sélectionné des mutations, mais qui étaient des mutations différentes, dans des gènes qui allaient influencer leur adaptation à l'hypoxie. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que malgré le fait que les gènes et les mutations sélectionnées par chacune des 3 populations étaient des gènes et des mutations différentes, en fait, ces mutations et ces gènes faisaient partie d'une voie bien particulière, qui est une voie de réponse génétique à l'hypoxie. Et donc on voit que tous les gènes et les mutations colorées ici en fonction des types de populations dans lesquelles ils ont été mis en évidence, on voit que toutes les mutations convergent dans cette voie de régulation de la réponse à l'hypoxie. Et on appelle ça une adaptation convergente. Et donc si on va plus loin, si on étudie des populations d'animaux domestiques par exemple, on peut identifier d'autres mutations encore dans d'autres gènes apparentés plus ou moins de manière plus ou moins proche à cette voie de régulation également. Donc on voit que les individus et les populations à un changement d'environnement donné vont réagir de manière similaire, mais en sélectionnant des mutations qui sont des mutations différentes, parce que les mutations sont apparues à des moments différents dans les populations, dans les diverses populations. Alors enfin, comme troisième exemple, c'est l'exemple de la pigmentation de la peau, de l'incidence du soleil et de la production en vitamine D3. Donc ici, vous avez une espèce de spectre de coloration de la peau. Et ici, à l'échelle du globe, ce que vous voyez, c'est que plus c'est le degré de coloration foncée de la peau par rapport à la latitude à laquelle les personnes vivent. Et donc vous voyez que plus vous êtes proche de l'équateur, plus le degré d'exposition aux UV est élevé et plus la coloration de la peau est foncée. Alors depuis très très longtemps, en fait, les généticiens ont essayé de mettre en évidence ce qui faisait que les populations s'étaient adaptées plus ou moins fort à l'exposition plus ou moins importante au soleil. Et donc même chose pour raccourcir l'histoire, en fait, on s'est rendu compte, de nouveau en analysant des signatures de sélection au niveau du génome, on s'est rendu compte qu'une mutation dans le gène qui s'appelle SLC24A5, qui en fait est un gène qui est impliqué dans la mélanogénèse, c'est-à-dire la production de pigments, on s'est rendu compte que ce gène avait acquis une mutation et que cette mutation qui affectait sa séquence codante avait vu sa fréquence augmenter fortement dans les populations qui étaient les moins exposées au soleil. Et donc en fait, l'augmentation en fréquence de cette mutation chez les populations relativement peu exposées au soleil, donc plus on monte vers le nord, plus la fréquence augmente, et on voit que cette mutation va permettre de réduire la pigmentation de la peau, et on pense que en fait, cette réduction de la pigmentation de la peau est importante pour les personnes qui sont pas fortement exposées au soleil. Pourquoi ? Parce que le soleil et les UV sont nécessaires à la production de vitamine D3. Alors ça, c'était des exemples relativement simples, mais si vous regardez un mécanisme dans son ensemble, comme la pigmentation par exemple, je vous ai montré un exemple d'un gène et d'une mutation sélectionnée, mais en fait, si on analyse les populations actuelles, donc ici les Africains, les Asiatiques et les Européens du Nord, on a ici reconstitué une espèce d'arbre phylogénétique simplifié, et on voit qu'au cours du temps, chacune des populations va avoir acquis et sélectionné des mutations dans toute une série de gènes qui vont influencer plus ou moins fort la production de mélanine et par là même la pigmentation de la peau pour au final donner des colorations de peau relativement spécifiques des différents types de populations. Alors donc, pour conclure sur cette première partie, en fait, ce qu'on voit, c'est que
on a un certain degré de variation intra-individu et inter-individu. Si on se met à l'échelle d'un individu en particulier, on sait que sur les 3 000 millions de lettres d'un génome, ce génome étant constitué d'une copie paternelle et d'une copie maternelle, on sait que chez un individu donné, on va avoir en moyenne au moins 3 millions de différences entre la copie de chromosomes reçus de papa et la copie de chromosomes reçus de maman. Et donc, ces différences entre les deux copies parentales au sein d'un individu vont pouvoir expliquer certaines variations inter-individus. Et si on se place à un degré plus loin, on va pouvoir étudier les diversités entre populations et surtout l'origine et l'évolution des populations humaines. Je vais passer à la partie 2, qui en fait est la partie qui se passe avant la partie 1 quelque part. Et c'est essayer de vous expliquer ce que les technologies modernes nous ont permis de déduire sur l'évolution et l'origine de l'homme moderne, et puis comment on peut utiliser de nouveau la génomique pour étudier la diversité inter-individus et ou interpopulation. Alors je vais commencer par vous présenter Svante Pääbo, qui en fait est un généticien allemand qui est le pape de la génomique des hommes dits hommes préhistoriques. Et donc, c'est lui qui, avec son équipe, a développé toute une série d'outils technologiques vraiment très sophistiqués pour permettre, à partir de restes d'ossements humains plus ou moins bien conservés, à essayer d'aller extraire l'ADN originel et l'étudier afin de reconstituer des bouts du génome des individus dont on a retrouvé les parties. Et donc ici, vous avez comme une illustration, une reconstitution de ce à quoi aurait pu ressembler un néandertalien du temps où il existait sur la planète. Alors sans vouloir entrer dans les détails, en fait ce que Svante Pääbo a démontré, c'est que ce qui est la problématique majeure quand on essaye d'analyser le génome d'individus éteints, c'est en fait les contaminations. Et donc si vous partez d'un bout d'os, que ce soit un bout d'os ou un fragment de dent, que vous extrayez l'ADN, vous allez vous retrouver avec une soupe de fragments d'ADN dont la majeure partie en fait est constituée par des ADN qui viennent des microbes environnants. Vous allez avoir aussi toute une série de contaminants d'ADN des humains actuels. Et au sein de cette soupe, il faudra aller repêcher la petite fraction qui correspond à la partie du génome qu'on veut analyser et étudier, qui représente la partie originelle, ici du Néandertal. Et donc, l'équipe de Svante Pääbo a mis au point des techniques qui vont permettre d'aller pêcher, d'aller amplifier d'abord tous ces fragments d'ADN, et puis alors d'aller pêcher au sein de cette soupe les fragments qui correspondent aux hommes actuels et qui sont spécifiques des Néandertals, donc à l'aide de variations qui vont être des variations qui ne sont présentes que chez les Néandertals et pas chez l'homme, et qui vont permettre d'être des positions signatures du génome du Néandertal. Et donc au final, on va se retrouver avec des petits bouts bleus et rouges, et on aura essayé de discriminer entre ceux qui appartiennent au Néandertal et ceux qu'on n'aura pas pu éliminer, mais qui appartiennent à l'homme actuel. Alors en fait, ça ne s'est pas fait d'un coup, et vous voyez que
l'étude de ce qu'on appelle la paléogénomics est un domaine d'étude assez récent. Donc c'est seulement en 1997 qu'on a pu analyser pour la première fois le premier fragment d'ADN mitochondrial d'un homme de Néandertal. Et puis au cours des décennies successives, petit à petit, on s'est mis à développer des techniques de plus en plus sophistiquées pour que, au final, dans les années 2010, on puisse produire une première séquence, donc une première séquence non complète, mais d'un génome du noyau de l'homme de Néandertal et d'un autre hominidé contemporain au Néandertal, le Denisovien. Et donc c'est surtout sur cette partie-là que je vais me focaliser pour essayer de vous montrer ce qui a permis de reconstituer les étapes de migration des hommes modernes au cours des quelques centaines de milliers d'années passées. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que si on compare par exemple deux êtres humains, ce qu'on voit, c'est que dans le génome des êtres humains actuels, on a à peu près une variation, c'est-à-dire une position qui est différente d'un être humain à l'autre, toutes les 1200 à 1300 paires de bases. Quand on regarde notre ancêtre, notre mammifère apparenté le plus proche, le chimpanzé, on se rend compte qu'entre l'homme et le chimpanzé, il y a à peu près une variation toutes les 100 paires de bases. Et donc ici vous avez un arbre phylogénétique représenté de cette manière-là qui vous montre qu'en fait entre hommes et chimpanzés, il y a à peu près 1% de séquences divergentes. Et donc si on analyse les génomes humains et les génomes de chimpanzés, à quoi est-ce qu'on va arriver? Ce qu'on va voir, c'est qu'au cours du temps, le linéage humain et le linéage chimpanzé vont avoir accumulé des variations qui vont être à présent fixées chez l'homme et fixées chez le chimpanzé. Et le nombre de variations va permettre en fait de reconstituer l'arbre jusqu'à un moment précis qui va correspondre au partage d'un ancêtre commun entre ces deux espèces. Et donc ce qu'on voit, c'est que les différences entre deux espèces vont pouvoir permettre de dater les arbres phylogénétiques. Et donc on sait, ce qu'on a comme données clés, c'est qu'en fait on a une estimation du nombre de générations pour chaque espèce par unité de temps. On a aussi, quand on analyse les populations actuelles, une idée du nombre de différences fixées accumulées entre les deux espèces. Et grâce à ça, on peut estimer un espèce de taux de mutation par génération et par position dans le génome. Et cette estimation du taux de mutation va alors permettre d'estimer ce qu'on appelle la coalescence, c'est-à-dire le moment où les deux espèces ont partagé à un moment donné un ancêtre commun. Donc en 2010 seulement, l'équipe toujours de Svante Pääbo a réussi à reconstituer environ 55% du génome de l'homme de Néandertal, et ça a été publié dans Science. Et donc cette reconstitution du génome, en fait, s'est fait à partir de différents fragments osseux issus de 3 sites différents en Europe, et dont un était un fragment relativement bien conservé dans une grotte en Croatie. Et donc c'est grâce à cette séquence du génome de l'homme de Néandertal, notamment, qu'on a pu reconstituer les étapes de migration des premiers hommes à partir de l'Afrique. Donc les premiers hommes qu'on appelle hommes modernes. Donc on sait en fait que ces hommes qualifiés de modernes ont vécu en Afrique il y a à peu près 100 millions d'années, 100 000 à 200 millions d'années. Et puis, on sait qu'il y a une étape de migration majeure qui s'est passée il y a environ 50 000 ans.
Et donc, comment est-ce qu'on sait que ces hommes qui ont quitté l'Afrique et qui après ont colonisé l'ensemble, le reste du monde, comment est-ce qu'on sait en fait que tout s'est passé à partir de l'Afrique? Bien, en fait, c'est parce que quand on analyse des populations africaines et qu'on analyse des populations de partout ailleurs dans le monde, on se rend compte que toutes les variations qui existent dans des populations en dehors de l'Afrique, elles ont encore des variations qui sont apparentées, qui existent dans les populations actuelles en Afrique. Par contre, si on regarde toutes les variations que l'on peut identifier dans les populations africaines contemporaines, pour une bonne fraction de celles-là, on ne retrouvera aucune variation apparentée dans les populations qui constituent le reste du monde. Donc l'hypothèse la plus parcimonieuse, qui maintenant n'est plus une hypothèse, c'est vraiment que tout est parti d'Afrique et qu'il y a eu une colonisation majeure il y a environ 50 000 ans vers l'Europe de l'Ouest et puis vers les autres continents. Alors comment est-ce que le génome de l'homme de Néandertal a permis de démontrer qu'en fait, au cours de cette migration, les premiers hommes modernes ont bien étaient en contact avec l'homme de Néandertal, mais en plus se sont reproduits avec lui? Mais c'est en fait en analysant les différences entre les Africains actuels et le génome reconstitué de l'homme de Néandertal. Si on prend des populations actuelles en Afrique, n'importe où, on se rend compte que, en fait, quelle que soit la population dans laquelle on collecte des individus, le nombre de différences qu'on peut mettre en évidence entre un Africain donné et le génome de Néandertal, ces nombres de différences ne sont pas significativement différentes. Ça veut dire qu'on n'a pas d'évidence d'un gradient qui permettrait de dire effectivement il y a certaines populations africaines qui se sont reproduites avec des populations de Néandertaliens. Par contre, ce n'est pas le cas en fait entre les Européens et les Néandertals. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a des évidences d'un mélange, parce qu'il y a moins de différences entre un Européen et un Néandertalien qu'entre un Africain et un Néandertalien. Et donc si on avance, qu'on passe de l'Europe de l'Ouest vers les populations asiatiques, on se rend compte qu'il y a même plus de différences communes entre les populations asiatiques et les populations et le génome de Néandertal connu. Donc l'analyse du génome de ces individus-là a permis de mettre en évidence que, en moyenne, les populations non africaines actuelles ont environ 2,5% de génome néandertalien dans leur génome actuel. Et c'est vrai pour toutes les populations qui ne sont pas les populations africaines. Et comme je vous ai montré, on a mis aussi en évidence le fait qu'il y avait même plus de génomes partagés avec les populations eurasiennes. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi tiré comme leçon à partir du génome du Néandertal? En fait, on s'est rendu compte qu'on avait des évidences de signatures de sélection positives chez l'homme. Donc, ici sur la gauche, je vous ai représenté un arbre généalogique tiré d'une publication où vous voyez comment une mutation neutre peut évoluer et comment le fait qu'il y ait eu reproduction entre les Néandertals et les populations humaines hors Afrique va se traduire. Donc ici, vous avez divergence entre la lignée Néandertal et la lignée des hommes modernes. Et vous voyez, après cette divergence, une mutation peut apparaître. Et cette mutation va pouvoir se retrouver
chez les Néandertals, mais aussi chez les populations qui ont partagé à un moment donné des événements reproductifs avec les Néandertals. Et ça, c'est sous l'hypothèse d'une mutation neutre. Ensuite, si vous faites appel à la notion de sélection positive, vous voyez que dans la branche ici, une mutation favorable est apparue et cette mutation favorable a été sélectionnée et elle va se retrouver fixée non seulement chez les populations européennes et autres, mais aussi chez les populations africaines. Et donc cette mutation-là, en fait, on en retrouve quelques centaines comme ça au niveau du génome, et elle montre des évidences de signature de sélection positive chez l'homme. Et les gènes qui sont impliqués sont des gènes qui sont impliqués dans le métabolisme, dans les fonctions cognitives et aussi dans le développement du squelette. Alors, est-ce qu'on a pu mettre en évidence au sein du génome de l'homme moderne d'autres mélanges avec d'autres populations ancestrales ? En fait, relativement récemment, on a identifié, c'était en 2008, dans une grotte qui se trouvait dans les montagnes de l'Altaï en Russie, on a identifié un tout petit fragment d'os qui correspondait à un bout du petit doigt humain qui était relativement bien conservé, et c'est à partir de ce petit bout d'os qu'on a pu reconstituer une partie du génome de ce qu'on a appelé les Denisoviens, puisque ils ont été identifiés dans cette grotte de l'Altaï. Et donc je vous ai parlé précédemment des génomes de Néandertal. Donc maintenant on a 3 localisations dans lesquels des ossements néandertals ont été identifiés, datés, et pour lesquels des parties du génome ont pu être reconstituées. Et puis, vous avez d'autres sites de par le monde qui ont permis la mise en évidence d'autres formes éteintes également d'hommes préhistoriques. Alors, en analysant le génome des Denisoviens, donc identifié ici, on s'est très vite rendu compte que, en fait, il n'y avait aucune variation qui était partagée par la majorité des populations actuelles. Donc, quand on compare le génome identifié ici avec tous les génomes des populations européennes et asiatiques ou africaines, on ne peut pas mettre des variations partagées en commun. Les seules variations partagées qu'on a pu mettre en évidence, c'est en fait des variations partagées avec des individus vivant actuellement en Océanie et plus particulièrement dans les îles de Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Mélanésie. Donc en fait, on a pu, grâce à ces données moléculaires, reconstituer ce qui s'appelle Out of Africa. Donc le fait que les hommes modernes sont tous issus d'Afrique. Donc on voit qu'on a pu mettre en évidence le fait qu'en fait, il y a eu une migration majeure qui s'est passée il y a environ 50 000 ans, qui a eu une première... un premier mélange reproductif avec les populations néandertales qui vivaient en Europe à ce moment-là. Donc, premier mélange. Et puis, suite de la migration. Ici, à ce moment donné, on n'a pas pu mettre en évidence de mélange entre les populations qui migraient et les populations de Denisoviens qui vivaient à cette période-là. Mais on voit par contre que dans les populations ici océaniennes, on a pu mettre en évidence ce mélange avec des Denisoviens. Et donc ce qu'il a fallu reconstituer, c'est se dire qu'à un moment donné, ici en bleu, les Néandertals étaient présents sur une bonne partie de l'Europe et ici de l'Est, et que les Denisoviens étaient non seulement présents ici, mais aussi en Océanie. Et donc,
maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près 2,5% de notre génome qui est constitué de génome de Néandertal et environ 5% des populations, 5% du génome des populations océaniennes est constitué de génome de Denisoviens. Alors, si on reconstitue à l'aide de ces données moléculaires notre évolution résumée, ce qu'on voit, c'est qu'on a pu dater la divergence avec les grands singes il y a environ 5 millions d'années. Et puis, si on zoome ici sur la partie humain moderne et humain préhistorique, Néandertal et Denisovien, on peut dater ça à environ 300 000 à 700 000 milliers d'années. Et donc si on représente ça d'une manière un peu différente, donc ici vous avez le linéage de tous les hominidés, vous voyez que ici au-dessus vous avez les 4 grandes populations africaines, européennes, asiatiques et océaniennes. Vous voyez que en fait les Néandertals ici et les Denisoviens ont cohabité à un moment donné avec les populations d'hommes modernes actuels. On a pu montrer qu'il y avait eu admixture avec les populations européennes et asiatiques et océaniennes. Et on a pu montrer aussi que les Denisoviens étaient admixés avec des populations océaniennes. Et donc si on regarde ça en détail, ça c'est la situation telle qu'on pense qu'elle était à l'heure actuelle. C'est une publication de l'année passée, de fin de l'année passée. Donc voilà, si on résume, on voit que les hommes modernes ont eu des échanges avec les Néandertals, et que, en fait, c'est les Denisoviens, eux, ils ont eu des échanges avec les Néandertaliens, et via les Néandertaliens, nous avons quand même une certaine proportion d'ADN dénisovien dans notre génome. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a au sein du génome des hommes modernes actuels entre 0,5 et 8% d'ADN dont on sait qu'il vient de populations ancestrales, mais qui ne sont ni dénisoviennes ni néandertaliennes. Et donc on sait que si l'on découvre encore des restes humains datant de cette période-là, on pourra peut-être encore ajouter une admixture supplémentaire à ce qui constitue nos populations actuelles. Alors ici, c'est juste pour vous montrer que, en fait, quand on essaie de reconstituer les histoires démographiques d'une population, en fait, c'est loin d'être simple. Donc, je vous ai dit que les données qu'on a à notre disposition pour essayer de reconstituer cet arbre évolutif, c'est des données de séquence des populations actuelles. On a des données de datation des restes qui ont été identifiés. On a donc un nombre de variations, un nombre estimé de générations pour reconstituer la démographie d'une population particulière par rapport à une autre. Mais il faut en plus essayer de prendre en compte, quand on fait des modèles d'estimation de cette évolution démographique, il faut prendre en compte tout ce qui peut s'être passé dans l'historique d'une population. Et donc ici sont représentés les différents événements, comme par exemple l'admixture avec une population archaïque. Ici vous avez des goulots d'étranglement, c'est-à-dire quand une population voit son nombre d'individus diminuer fortement, ça va entraîner énormément de dérives génétiques, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc les variations qu'on va retrouver dans la population qui est issue de ce goulot d'étranglement ne vont pas refléter nécessairement ce qui s'est passé totalement avant ce goulot d'étranglement. Vous avez aussi des expansions de populations qui sont documentées également. Et donc ces
ces expansions également vont affecter le spectre de fréquence des variations que vous allez retrouver dans les populations actuelles. Donc, quand on a pris tous ces événements en considération, ça veut dire qu'il reste encore pas mal de choses incertaines dans la reconstitution de la démographie des populations sur base des quelques éléments qu'on connaît. Donc pour le moment, on a fait un arbre le plus proche possible de ce qui devrait s'être passé en réalité, mais il y a encore toute une série de choses dont qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent affecter l'arbre généalogique tel qu'on le connaît. Alors ensuite, maintenant, si on se place au niveau des populations actuelles, est-ce qu'à partir de l'étude des variations des populations actuelles, on peut estimer ou inférer les proportions des populations ancestrales qui les composent? Est-ce qu'on peut les différencier les unes par rapport aux autres? Alors ici sur la droite, je vous ai illustré un petit pédigré qui correspond au pédigré que je vous avais montré tout à l'heure. Et grâce à ce pédigré, j'aimerais essayer de vous expliquer la notion d'identité par descendance. Donc en fait, quand on se place chez deux individus de la génération actuelle qui sont plus ou moins apparentés, dans leur génome, ce qu'on va trouver, c'est des morceaux de chromosomes qui en fait sont appelés des morceaux de chromosomes identiques par descendance, parce qu'on peut, à l'aide des variations qu'on détecte sur ces bouts de chromosomes, on peut établir leur historique ancestral. Et donc si on prend le pédigré dans l'autre sens, donc si on part des ancêtres, maman, papa, on voit qu'au cours des générations, les paires de chromosomes qui sont colorées comme ceci vont se transmettre en ayant recombiné, et que si on se place ici chez des seconds cousins, ce qu'on va voir, c'est que chez des cousins, pardon, ce qu'on va voir, c'est qu'ils partagent une partie de leur génome, qui sont les petits blocs colorés qui sont au même endroit dans le génome et qui ont la même couleur. Et ces petits blocs colorés, en fait, leur proportion va définir le degré d'apparenté de deux individus dont on ne connaît pas la généalogie. Et donc, si vous partez d'un pédigré, c'est relativement facile d'aller suivre ces petits bouts de chromosomes et de dire, ben voilà, cet individu-là, il a reçu un bout rouge, un bout mauve, un bout jaune, un bout bleu, un bout vert, et idem pour là. Mais par contre, si vous comparez, sans avoir le pédigré, vous comparez ces deux individus-là, là, ça devient plus complexe d'essayer d'établir quels sont les morceaux partagés et où se trouve leur ancêtre commun le plus proche. Et donc, en fait, il y a tout un domaine d'étude des populations qui va essayer d'étudier la variation au sein de populations humaines ou autres, sur base de la similarité globale, par contre. Donc, qu'est-ce qu'on appelle similarité globale? Imaginez que vous avez X individus qui appartiennent à des populations différentes. Si avec des outils génomiques, vous pouvez aller analyser, mettons, 500 000 positions dans le génome qui sont des positions variables d'un individu à l'autre ou d'une population à l'autre. Si vous prenez ces 500 000 positions variables dans leur ensemble, vous allez pouvoir calculer quel degré de similarité des individus peuvent avoir entre eux. Et si vous faites ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on peut différencier les populations de manière relativement aisée. Ici, en population européenne, je ne vois pas, asiatique ou africaine. Et donc, étudier cette similarité globale, ça va vous permettre de faire une espèce d'arbre phylogénétique qui va vous permettre de dire quelle est la distance génétique entre les individus entre eux.
Alors ce que vous pouvez voir aussi sur cette espèce d'arbre, c'est que malgré le fait que tous les individus bleus, on estime qu'ils sont plus proches entre eux, ils ne sont pas très différents des individus verts ou des individus rouges. Alors ce qui est vraiment, enfin ce que je trouve assez incroyable, c'est que maintenant, à l'aide des variations présentes dans un génome, on peut quelque part déterminer l'origine géographique d'un individu. Et donc cette publication, qui est une publication qui n'est pas si récente que ça, donc en 2008, c'est une publication qui en fait a analysé à peu près 3000 Européens qui avaient été échantillonnés dans des pays différents européens. Et qu'est-ce que ces chercheurs ont fait? C'est que chez ces 3000 Européens, ils ont analysé environ 500 000 positions variables connues du génome. Et donc, il y a des outils technologiques qui permettent de faire ça de manière systématique. Donc, à l'aide d'une petite puce de cette taille-là, on peut analyser de manière simultanée les 500 000 positions chez chacun de ces individus. Et donc, à l'aide de ces variations, ce qu'ils ont étudié, en fait, ce sont le degré de variation partagé par les différents individus collectés dans différents pays. Et donc, en couleur, ce que vous avez, c'est le degré de similarité entre individus représentés par des couleurs. Et ils ont développé un programme en fait qui permet de visualiser ce degré de variation génétique partagée en 2 dimensions. Et les 2 dimensions qu'ils ont utilisées, c'est des dimensions qu'ils ont essayé de ramener à des coordonnées géographiques. Et ce que vous voyez, c'est que en fait, en ramenant les similarités partagées en coordonnées géographiques, on peut identifier des populations discrètes au niveau de la carte de l'Europe. Alors ensuite, a posteriori, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé en fonction de la localisation géographique qu'ils avaient obtenue grâce à l'étude des variations, quelle était la corrélation entre cette localisation géographique et la localisation réelle d'un individu collecté, donc son origine géographique. Et donc, ce que vous voyez, c'est que dans la plupart des cas, ici en bleu foncé, ils se sont trompés à moins de 400 km sur la localisation géographique d'un individu donné. Donc, ce qui montre qu'en fait, les variations partagées entre individus sont fortement influencées par leur localisation géographique, puisque ça mime quelque part l'historique des populations. Alors on peut faire ça aussi à l'échelle de continents, par exemple. Et ce que je voulais essayer d'illustrer par cette dia, c'est que plus on descend dans le degré de complexité des similarités partagées, plus en fait les populations sont mélangées et même difficilement identifiables. Donc si on se met à un degré de variation globale et de similarité globale, donc comme ici, c'est constitué par le nombre de groupes que l'on permet au programme de constituer. Donc si vous voulez, chaque petite ligne de couleur verticale représente un individu qui a été collecté dans des populations précises d'Europe et d'Asie. Et en analysant les variations de chacun de ces individus, on peut, à l'aide d'un programme, essayer de les regrouper en sous-ensembles. Et donc, si on dit au programme qu'on ne veut que 3 groupes, vous voyez que le programme arrive très très bien à déterminer 3 groupes distincts de populations européennes et puis de populations de type asiatique. Mais si vous permettez au programme alors de descendre dans la formation de groupes de plus en plus discrets, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, quand vous descendez dans ces groupes, les populations deviennent complètement mélangées et admixtées.
Et donc c'est ça que j'essaye de montrer à cette échelle-ci, c'est que oui, on peut dire qu'un individu donné et un autre individu donné sont deux Africains, mais que si on les analyse en détail, on va pouvoir trouver plein de portions de leur génome qui seront communes avec d'autres populations dispersées de par le monde. Et donc on peut raffiner ça à tous les types de populations humaines actuelles. Et donc c'est ce que je vous expliquais précédemment. Donc si on permet le nombre de groupes, de regroupements d'augmenter, on voit que en fait on se retrouve avec des mélanges de populations de plus en plus indiscernables. Et donc ça montre bien que même si globalement on peut dire cette personne-là est de type européen et elle a un génome qui ressemble à un génome de type européen, après si on descend de plus en plus, on va retrouver chez chaque individu des petites parties de génome qui sont similaires à chaque type de population actuelle. Et alors pour illustrer ça, donc, en fait, il y a une étude récente de l'année dernière qui a été collectée des populations juives particulières un peu partout en Europe et au Moyen-Orient. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que malgré le fait qu'elles ont évolué de manière séparée depuis déjà relativement longtemps, il est de plus en plus difficile de clusterer et de séparer ces types de populations, ce qui montre bien que il y a eu des mélanges répétés qui font qu'on n'arrive pas toujours à un moment actuel à déterminer l'historique d'une population particulière. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une société qui s'appelle 23andMe. Donc c'est une société américaine qui a été fondée en 2006, je pense. Et donc c'est une société qui en fait exploite l'analyse, mais à des fins commerciales, exploite l'analyse de la variation et du génome des individus. Et donc ce que cette société propose, donc 23, c'est pour les 23 paires de chromosomes humaines, et moi, c'est pour aller analyser le génome d'un individu particulier et caractériser ce génome et donner toutes les caractéristiques qu'on peut lui attacher de manière plus ou moins précise. Donc en fait, cette société a déjà analysé actuellement presque 1 million de personnes de par le monde. Donc vous pouvez faire ça de manière tout à fait anonyme. Vous avez un site web sur lequel vous pouvez faire une demande. Sur cette demande, on va vous envoyer un petit kit de récolte de matériel biologique. Et en fait, ce petit kit, c'est un kit qui va vous demander de cracher dans un petit tube. Donc à partir de salive, vous allez renvoyer cet échantillon, et à partir de cet échantillon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont extraire l'ADN, et à partir de leur base de données et des bases de données de variation existantes pour toutes les populations humaines, c'est qu'ils vont arriver à vous dire, ben voilà, votre ADN, il contient à peu près X% d'ADN originaire d'Asie de l'Est, il contient presque 40% d'ADN qu'on peut retracer vers l'Afrique, etc. Donc, il vous donne toute cette information à partir d'un échantillon anonyme d'ADN. Ce qu'ils disent qu'ils peuvent faire aussi, c'est ils peuvent, à partir des individus qu'ils ont déjà analysés, vous trouver des individus apparentés plus ou moins proches à l'échelle d'un continent, ou ça peut être à l'échelle d'une province ou d'une ville.
Ils peuvent aussi estimer la quantité d'ADN de Néandertal que vous avez dans votre génome, ou même de Dénisoviens. Ils peuvent comparer ça à ce qu'ils ont identifié pour des individus qui sont vos relatifs ou pas. Alors enfin, ce qu'ils peuvent aussi faire, c'est qu'ils peuvent analyser à l'aide d'échantillons du pédigré de votre famille. Ils peuvent vous dire quel est le morceau du génome que vous avez reçu de votre papa ou de votre grand-père, de votre grand-mère, etc. Et ils peuvent dire, ben voilà, ce gène-là, avec telle ou telle mutation, vous l'avez reçu de votre grand-mère et celui-là de votre grand-père maternel. Ils peuvent, à partir de votre ADN, si vous envoyez l'ADN de votre frère, par exemple, en même temps, ils peuvent vous dire, ben voilà, vous savez que deux frères partagent en moyenne 50% de leur génome en commun. Et ben eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est aller dire quelles parties de votre génome sont communes avec votre frère et si ça vient de votre papa ou de votre maman. Et donc vous recevez une espèce de carte de vos 23 chromosomes avec des portions colorées qui représentent les parties communes entre frères, venant de papa ou venant de maman. Alors ce qu'ils peuvent vous dire aussi, c'est imaginez que votre famille a immigré aux États-Unis au siècle dernier. Ils peuvent très facilement identifier le fait que, en fait, votre ADN est originaire d'Europe centrale et ils peuvent vous donner les compositions de type d'ancêtres que vous avez dans votre génome. Et tout ça pour vous dire que, en fait, on connaît quand même pas mal de choses sur l'apparence extérieure d'un individu grâce aux variations dont on a pu déterminer qu'elles influençaient telle ou telle caractéristique physique, mais que si on se place au niveau d'un organe interne, c'est toujours impossible de faire la différence entre un cœur d'un blanc, d'un noir ou d'un jaune. Et donc, à l'heure actuelle, on pense que toutes les notions raciales qui étaient basées principalement sur des caractéristiques physiques externes, en fait, elles sont devenues complètement obsolètes parce que quand on regarde la diversité génétique au sein des génomes, la partie physique externe ne représente qu'une toute petite partie de ce qui constitue la variabilité d'un individu dans son tout. Merci.